Bonjour à tous, je suis très content d'être ici sur cette scène, c'est un véritable honneur de pouvoir vous partager ce que j'ai à vous dire. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'équipes apprenantes, d'organisations apprenantes, d'entreprises apprenantes, et pour autant, je n'aime pas apprendre. C'est paradoxal ce que je viens de dire, c'est vrai. J'aime pas apprendre tel qu'on l'a conçu dans le système scolaire classique. Et je vais vous expliquer ce paradoxe. Pour ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. Cette histoire, c'est celle d'un ado. Alors, cet ado, il est dyslexique, il est hyperactif, il est hypersensible, et globalement, il comprend vite. Et évidemment, un ado avec ces particularités-là dans le système scolaire, il fait des bêtises. Il fait des bêtises. C'est beaucoup plus intéressant de perturber la classe que de rentrer dans un moule qui lui est douloureux. Et donc, vous avez compris, c'est de moi que je parle. Et ça m'a valu quelques petits titres de noblesse de la part du corps enseignant. Cancre, bon à rien, glandeur, des qualificatifs qui sont très appréciables. J'ai tout de même réussi à obtenir mon bac à 10,2 de moyenne. C'était une petite prouesse pour moi. Et à ce moment-là, j'ai eu une merveilleuse idée. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire un BTS Commerce International. Et en fait, j'avais pas compris la différence entre le lycée et le BTS parce qu'il y en a pas beaucoup en fait. Donc j'ai tenu 2 mois. Et dans ces 2 mois, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Je me suis retrouvé face à une situation assez compliquée. J'étais dans l'inactivité, j'étais dans une phase de dépression. Je voyais pas d'avenir, l'avenir me faisait peur même. Et donc je me suis dit, bon, je vais aller explorer. En explorant, je vais faire de l'intérim. Bon, l'avenir me faisait encore plus peur après. Je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde sans diplôme, sans études? Il y a un truc qui allait pas. Et dans cette exploration, aux alentours de mars-avril, je découvre une école. Et cette école s'appelle le Bachelor Jeune Entrepreneur, aussi appelé la Team Academy. C'est une école qui est à Strasbourg. Et là, pour moi, c'est une sorte de lumière au bout du tunnel. Je me dis, il faut absolument que j'y aille. Donc j'y vais. Je vais voir cette école en immersion pendant 1 semaine. Et ce que je découvre est assez impressionnant. J'y découvre une école dans laquelle il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof. On est encadré par des coachs. Et le mot encadré est important. Et les étudiants mènent des projets, des business. Ils vont au contact du terrain, ils vont au contact des clients, et c'est comme ça qu'ils développent des compétences. Ces compétences, ensuite, elles sont recopiées, en tout cas, elles sont transposées dans ce qu'on appelle un référentiel managérial, qui est ce sur quoi les élèves sont évalués. Alors, les élèves, attention, vous avisez pas de les appeler les élèves. Ce sont des étudiants, ce sont des apprenants, ce sont des entrepreneurs en devenir, mais à aucun moment ce sont des élèves. Donc, piqué par cette semaine d'immersion, l'année qui suit, je m'inscris dans cette école et c'est là que je fais ma rencontre avec les équipes apprenantes et la pédagogie des équipes apprenantes. Est-ce que je pourrais avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Parce que il y a quelque chose qui est très important. Je vais vous parler un petit peu du fonctionnement, celle d'après, du fonctionnement de l'équipe apprenante qui repose sur, encore après, s'il vous plaît, le cercle de Kolb. Voilà. Et ce cercle de Kolb, il est en 4 étapes. Parce que au bachelor, on apprend dans l'apprentissage par l'action. Donc la première étape, c'est l'expérience. C'est expérimenter, oser, aller au contact du client. Et une fois qu'on a fait cette première action, on passe sur un temps d'analyse, de débrief, où on va décortiquer ce qu'on a mis en place, pourquoi on l'a fait, est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé. Une fois qu'on a fait cette analyse, c'est là que rentre en jeu l'équipe. Avec cette équipe, on va partager notre expérience, on va partager ce qu'on a vécu. Et cette équipe, elle va nous faire du retour, nous faire du feedback, nous dire tiens, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as vu ça, bravo, ou attention, t'es peut-être pas totalement à l'objectif que tu voulais. Et ce qui est magique dans cette école, c'est que les étudiants ont un dialogue qui est authentique et bienveillant. Bienveillant, ça veut pas dire je te dis pas les choses parce que ça va pas bien, c'est bienveillant, je te dis les choses pour te permettre de grandir. C'est l'aspect faire grandir au travers des retours bienveillants qui, parfois, sont durs à entendre, mais nécessaires pour grandir. L'étape d'après, c'est l'étape de projection. Et ok,
fort de cette analyse, du partage que j'ai fait au reste de mon équipe et des feedbacks qui m'ont enrichi, c'est quoi la suite? Et donc, fort de tout ça, je planifie l'action suivante. Et là, je retourne dans l'expérimentation à nouveau. Et c'est ainsi que fonctionne l'apprentissage par l'action avec le cercle de Kolb. Donc ça, c'est une mécanique quasiment quotidienne, mais il y en a une autre qui chapeaute un petit peu l'ensemble et qui permet de rentrer dans ce cercle de Kolb. C'est ce qu'on appelle le learning contract individuel. Super, merci. Learning contract individuel, c'est un outil qui invite à répondre à 5 questions. Alors, on peut le diviser en 2 parties. Les 2 premières questions, c'est d'où je viens et où j'en suis. Et ces 2 premières questions, elles permettent de prendre conscience du chemin qui a été parcouru. Parce qu'on est tous le fruit de notre passé, de notre histoire, de nos rencontres, des expériences qu'on a fait, et on se pose rarement cette question-là. D'où je viens? C'est quoi mon parcours? Et cette question-là, elle permet de prendre conscience. Quand on a répondu à ça, on peut se poser la question, ok, aujourd'hui, où j'en suis? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes aspirations? C'est quoi mes besoins? Et une fois qu'on a posé ce topo-là, on peut se dire, ok, c'est quoi l'avenir maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Où je vais? Comment j'y vais? Et comment je sais que j'y suis arrivé? Parce que oui, c'est un outil qui est cyclique. Et dans cette école, tous les étudiants partagent ça au reste de leur promotion. Et ça crée quelque chose qui est vraiment incroyable parce que avant de se connecter à la compétence et à ce que veut réaliser la personne, on se connecte à qui elle est vraiment et c'est quoi son histoire. Et ça, c'est un vrai vecteur de génération de cohésion et d'engagement dans les équipes. Quand chacun a partagé son learning contract individuel, on peut passer sur le learning contract collectif. Ah voilà, on sait ce que les uns et les autres veulent faire. Maintenant, comment est-ce qu'on compose quelque chose de collectif avec tout ça? Alors, le learning contract collectif, il répond tout ou en partie aux inspirations individuelles, parce que quand on est 15 dans une promotion, c'est difficile de mailler les aspirations de chacun. Mais on fait de son mieux. Donc cet outil, il est divisé en 3 parties. Si vous connaissez Simon Sinek, le cercle d'or, le why, le what, le how. Donc, pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble? Quel est notre but commun? Et quel est notre chemin? Le détail du schéma et des questions, vous pourrez le retrouver sur notre site si ça vous intéresse. Et donc, là, je vous ai présenté la structure globale des outils qui permettent de rentrer dans l'apprentissage par l'action. Et jusqu'à maintenant, je vous présente une histoire merveilleuse d'un étudiant, d'un ado qui était perdu et qui a trouvé une solution géniale et dans laquelle effectivement je me suis éclaté. Et en même temps, il y a quand même des choses qui ont été plus dures que d'autres. Parce que ce fonctionnement-là, il nous invite à revisiter quelque chose qu'on nous a appris depuis tout petit, qui est le rapport prof-élève, le rapport sachant-apprenant. Dans ce système-là, quand on se rencontre en équipe 2 fois par semaine, tout le monde devient sachant, tout le monde devient apprenant. Tout le monde peut partager ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, et ça peut être enrichissant pour les autres. Et revoir cet élément-là, ça demande une phase de désapprentissage qui peut être assez perturbante. Parce que depuis toujours, les professeurs nous ont distribué la connaissance. Et nous, on l'a ingurgité, utilisé ou pas. Là, on rentre dans un système où on nous dit « qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et pour ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu dois apprendre? Qui tu dois aller voir? Quelle rencontre tu dois faire pour faire en sorte que ton projet il avance? Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore toutes les réponses, c'est pas grave. Et donc, on avance comme ça. Cette étape de désapprentissage, ça a été une de mes difficultés au début, et c'est une des difficultés qu'on rencontre quand on met en place ce système-là dans les entreprises. Le deuxième élément de difficulté, excusez-moi, je bois une petite goutte d'eau, c'est la zone de confort. C'est accepter de sortir de sa zone de confort. Parce que dans l'apprentissage par l'action, flirter avec les limites de notre zone de confort, c'est là qu'on rentre dans ce qu'on va appeler la zone d'apprentissage. Donc si je vous fais schématiquement avec mes bras, ici au milieu, le cercle du milieu, c'est la zone de confort. Plus loin, on passe sur ce qu'on appelle la zone d'inconfort. Et le dernier cercle autour, c'est la zone de panique. Le but de l'apprentissage par l'action, c'est de jongler entre cet espace qui est zone de confort, zone d'inconfort, qui devient une zone d'apprentissage. Et à force de
repousser progressivement, avec douceur et bienveillance, nos limites de notre zone de confort. C'est là qu'on apprend. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand je suis arrivé là-bas, à mes 20 ans, j'avais une forme de phobie sociale. C'était très dur pour moi de décrocher mon téléphone. C'était même dur pour moi d'aller à la boulangerie demander un petit pain. Si je m'embourbais dans ma commande, j'osais pas commander ce que j'avais prévu. Et pourtant, là, aujourd'hui, je suis sur scène à vous parler. Et ça, c'est le fruit de plusieurs années de travail, de plusieurs réitérations, de sorties de zone de confort pour, au fur et à mesure, réussir à arriver ici aujourd'hui. Et je peux vous assurer que j'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Donc ça, c'était ma deuxième difficulté. Ma troisième difficulté, c'est... Je retrouve... excusez-moi, je me suis un petit peu perdu dans mon discours. C'est le questionnement des croyances. Le questionnement des croyances, c'est savoir où... c'est de façon accompagnée ou autonome, se dire, ok, qu'est-ce que je pense, c'est quoi mon fonctionnement de pensée, c'est quoi mon schéma de pensée, et est-ce qu'il est toujours valable aujourd'hui, et est-ce qu'il a toujours un intérêt d'exister ou pas. Je vais vous donner un autre exemple. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais une croyance, peut-être certains d'entre vous ont déjà expérimenté, qui est les autres, de toute façon, c'est tous des cons. Alors oui, c'est vrai, j'étais un jeune adulte très modeste. Pour autant, c'était important que je passe par là. Parce que les conséquences de cette croyance, c'était que j'arrivais pas à déléguer, j'arrivais pas à faire confiance, je voulais tout contrôler, tout corriger, être en permanence derrière tout le monde. Ce qui m'a valu, à 21 ans, l'expérience du burn-out. Et dans ce contexte-là, d'organisation apprenante, j'ai été soutenu, j'ai été aidé, j'ai été accompagné de façon bienveillante pour me permettre de remonter la pente. Et des gens m'ont dit, non mais, tu te rends compte de ce que tu dis, ou de ce que tu fais, ou de comment tu te comportes. Et ces personnes-là, aujourd'hui, je leur suis très reconnaissante, parce qu'elles ont été bienveillantes à mon égard, elles m'ont permis de grandir et de prendre conscience de choses qui étaient vraiment fondamentales. Alors, je vous ai parlé de mes difficultés, mais j'ai aussi vécu des moments qui étaient merveilleux. J'ai eu l'occasion de créer un projet avec 15 collaborateurs qui étaient bénévoles. J'ai eu l'occasion de manager une équipe de 15 bénévoles. Avec ce même projet, j'ai gagné Entreprendre pour apprendre en Alsace, dans la catégorie post-bac. J'ai aussi eu l'occasion de parcourir la France et de faire des concours entrepreneuriaux pour pitcher le projet, pour rencontrer des investisseurs, pour confronter ces idées. Tout ça, c'était des choses merveilleuses. J'ai aussi, au travers de ces 3 ans d'études, appris ce que c'était le management, la RH, la finance, à construire un business model, à construire un business plan. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. Mais surtout, le projet que j'ai créé, on l'a 100% structuré en organisation apprenante. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors jusqu'à maintenant, je l'ai pas nommé, et ce projet m'a porté pendant quasiment 3 ans d'études. Ce projet s'appelait Two Players One Game. C'était un projet de réseau social, de jeux vidéo, basé sur des valeurs pour permettre aux joueurs de se rencontrer et de ne pas vivre la toxicité qu'on peut vivre en ligne sur une communauté basée sur 4 valeurs, qui sont l'entraide, le fair play, la maturité et le fun. Et ce projet, j'ai énormément de choses à vous dire, mais pour l'exercice qui est le mien, je vais devoir simplifier quand même. D'ailleurs, j'y pense, normalement je devrais avoir le temps qui s'affiche si la régie veut bien m'aider. Alors, comment fonctionnait cette organisation apprenante ? Tout à l'heure, je vous ai présenté le learning contract individuel, le learning contract collectif, et c'était une étape inévitable dans l'organisation de ce projet, c'est-à-dire que tous les membres du projet répondaient à ces questions-là. On voulait savoir ce qu'ils venaient chercher, ce qu'ils venaient développer dans la start-up. Parce que avec les 2 autres leaders de mon équipe, c'était extrêmement important pour nous de rentrer dans une dynamique qui était de gagnant-gagnant. Gagnant pour la personne qui travaille avec nous et gagnant pour le projet. Et que l'un et l'autre se nourrissent pour rentrer dans un cercle vertueux. Et ça a généré beaucoup d'engagement. Ça a été vraiment superbe et c'était indispensable parce qu'on avait des bénévoles. C'était une start-up, on n'avait pas de financement, on avait du mal à en trouver. Et pour autant, j'avais une équipe de 15 personnes qui étaient engagées, qui étaient capables de bosser de 17h à 21h avec moi tous les jours, après leurs études, après leur temps de boulot.
Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très fort et généré grâce à cette expérimentation du learning contract individuel. Une fois que chaque membre de l'équipe avait partagé son learning contract, évidemment, on allait sur la suite qui est le learning contract collectif. Et celui-là, il se faisait en 3 étapes. La première étape, c'était déjà de faire une rétrospective de la période qui avait été écoulée. Merci. Alors, je reprends. Donc, première étape, faire une rétrospective de la période qui venait de s'écouler. Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment notre collectif a été grandi par cette expérience? Qu'est-ce qu'on a appris de notre marché? Qu'est-ce qu'on a appris de notre produit? Comment est-ce que il faudrait qu'on s'adapte à l'avenir? Deuxième étape, on reste dans une start-up qui avait un objectif, qui avait un produit. C'était le partage des grandes lignes stratégiques sur la période à venir. Parce que, bah oui, on voulait créer un réseau social de joueurs de jeux vidéo. On voulait pas créer une boîte qui fait de la couture ou qui rafistole des pantalons. Donc, sinon, il avait pas sa place ici. Et troisième étape, c'est composer le projet collectif au regard de questions que j'ai présentées juste avant. Et en alliant les aspirations individuelles, sur quoi tu veux grandir, qu'est-ce que tu as envie de développer, en mêlant les besoins de monter en compétences pour répondre aux axes stratégiques de l'entreprise. Et ce processus-là, on le répétait tous les 3-4 mois en général. Alors, dans les entreprises, ça met plus de temps. Hein. En général, on est plutôt sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce qu'il y avait de structurant aussi dans ce projet et dans notre organisation, c'était la réunion hebdomadaire. Nous n'avions qu'une seule réunion hebdomadaire qui durait environ 3 heures et qui était structurée en 3 étapes. Première étape, partager les apprentissages de la semaine. Prendre un temps de dialogue avec l'équipe sur qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, qu'est-ce qu'on apprend. Ensuite, deuxième étape, faire le point sur les actions en cours, les actions engagées, se dire où est-ce qu'on en est, voilà, comment les choses ont avancé. Troisième étape, regarder l'agenda pour répartir les forces de notre collectif sur les tâches. Tout ça au regard, évidemment, du projet collectif qui est établi tous les 3-4 mois. Et donc, en fait, on était vraiment dans chercher de façon empirique et expérientielle comment est-ce qu'on peut faire aboutir ce projet. Et tout ça, c'était structuré au regard de ce que je vous ai présenté. Alors, il y avait des choses importantes pour que ça puisse fonctionner quand même dans l'équipe. On avait 4 valeurs. 4 valeurs d'équipe: transparence, bienveillance, respect et engagement. Et tout ça a été dérivé dans une charte comportementale. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, la valeur engagement, c'est je ne m'engage sur une action que si je suis sûr à 99,9% de pouvoir la réaliser. Ok, c'est pas grave, tu peux pas charger la mule plus que de raison, mais nous on préfère savoir que tu vas réaliser les choses plutôt que de se dire ah bah oui il va le faire et puis de se retrouver la semaine d'après avec 30% des actions qui sont réalisées, ce qui compromet le projet collectif. Deuxième exemple, la transparence. On était un réseau social de joueurs de jeux vidéo et donc la majorité de nos temps de travail était en ligne et on avait une communauté de 600 membres. Cette communauté avait le droit de participer, en tout cas d'assister à l'intégralité de nos réunions. Et ils venaient dans le salon vocal dans lequel on était en train de travailler et ils pouvaient écouter. Nous, on travaillait, on n'avait rien à cacher, on était en totale transparence par rapport au projet. Et ensuite, à la fin de chaque réunion, on leur donnait un petit court temps de parole sur voilà, qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez des suggestions, qu'est-ce que vous voulez nous faire comme retour. Voilà. Et dernier élément structurant, c'était le rôle de leader que j'incarnais, qui était certes dans la prod parce que c'était une toute petite boîte, mais qui était surtout sur incarner les valeurs, diffuser la vision du projet, rappeler vers quoi on va, donner le sens et aussi intervenir en cas de tension et sur les rappels ou manquements au cadre. C'était mon rôle d'assurer cette fonction-là. Voilà pour ce projet, cette organisation apprenante. Et pour reboucler sur la partie pédagogique que je disais tout à l'heure, le cercle de Kolb, en fait, toute la structure nous permet de rentrer dedans au fur et à mesure. On a fini, c'est ça ? Je termine, je suis presque, il me reste 2 phrases.
Cette expérience-là m'a permis d'accompagner Altera, qui est une boîte lilloise, pour accompagner sa transformation en entreprise apprenante. Et c'est Laure Rogès et Stéphanie, la RH de Altera, qui vous en parleront juste après. Voilà, si je pouvais vous faire une invitation pour terminer cette prise de parole, c'est une invitation à considérer le pas de côté quotidien comme étant un laboratoire de progrès. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.